Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente un jeu de placement de cartes assez original qui a été très populaire en début d'année, Codex Naturalis. Donc, Codex Naturalis, c'est un jeu de Thomas Dupont et illustré par Maxime Morin et qui est distribué en Europe par Bombix. C'est un jeu qui a été très populaire à la fin de l'année 2020 puis au début de l'année 2021. Donc, c'est vrai que cette vidéo est un peu en retard, mais je voulais quand même prendre le temps de vous le présenter parce que c'est un jeu qui est assez original. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner puis d'activer la petite cloche et puis de faire des likes et puis de commenter. C'est toutes des choses qui peuvent m'aider dans l'algorithme YouTube. Aussi, n'oubliez pas de me faire parvenir vos vidéos On Joue-tu, comme ça je peux les mettre à la fin de mes vidéos. En ce moment, il m'en reste que 3 en réserve, donc j'aimerais bien en avoir d'autres pour pas finir cette tradition que je trouve assez cool. Donc, comme à l'habitude, on va commencer par regarder la mise en place du jeu. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer et on va finir par répondre à la fameuse question: on joue-tu à ça Codex Naturalis? Donc, la première étape de la mise en place de Codex Naturalis, c'est qu'on va prendre cette piste de pointage et on va la mettre entre les joueurs. Ensuite, on va donner les jetons de couleur aux joueurs. Donc, on va donner un au joueur et l'autre, on va le placer sur la piste de score. Et ensuite, on va donner une carte de départ à chaque joueur. Donc, on va les mélanger et puis les donner au hasard. Et les joueurs devront décider s'ils les mettent du côté recto ou du côté verso. Sachez qu'il y a souvent un côté où il y a plus de ressources. Par contre, c'est des ressources qui vont peut-être se perdre, alors que de l'autre côté, on a moins d'emplacement, mais on a des ressources qui ne se perdront jamais. Donc, une fois qu'un joueur a choisi de quel côté il le met, il peut placer son petit jeton pour montrer, moi je suis le joueur vert. Donc ensuite, vous allez prendre les cartes objectifs, donc avec ce symbole-ci, et vous allez bien les mélanger. Vous allez en donner 2 à chaque joueur, et ça va être leur objectif personnel qui sera secret. Et ensuite, on va prendre 2 objectifs et les mettre pour que tout le monde puisse les voir, ça va être les objectifs communs. Donc, on va faire des points sur ces objectifs-là à la fin de la partie. Les joueurs vont regarder leurs 2 objectifs secrets, en défausser une et garder l'autre. Et encore une fois, elle va être secrète, on ne va pas la montrer aux autres joueurs. Vous pouvez ranger les autres objectifs dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin pour la partie. Ensuite, vous allez prendre les différentes pioches. Donc, vous allez constituer une pioche avec les cartes de ressources. Donc, c'est ceux qui n'ont pas les bordures en or. Vous allez bien les mélanger, donner 2 ressources, donc sur le dessus de la pioche, à chaque joueur. Et ensuite, vous allez créer une pioche en dévoilant les 2 premières cartes. Vous allez faire exactement la même chose avec les cartes dorées. Par contre, une fois qu'il sera mélangé, on va donner qu'une carte à chaque joueur. Donc, tac, tac. Et encore une fois, on va créer une pioche avec les 2 premières cartes dévoilées. La dernière chose qu'on va faire, c'est de donner le petit marqueur noir ici au joueur qui sera le premier joueur. À vous de déterminer comment au hasard. Et puis comme ça, vous êtes prêts à commencer à jouer à Codex Naturalis. Alors, un tour de jeu dans Codex Naturalis, c'est très simple. On va prendre une des 3 cartes qu'on a en main, les cartes dorées et les cartes ressources. On va en choisir une, on va la jouer sur donc la relier à notre carte de départ pour commencer, et ensuite à toutes nos cartes qu'on aura connectées. Et une fois que ça c'est fait, on peut prendre une carte pour compléter notre main. On doit toujours avoir 3 cartes en main. Donc, soit une des 2 cartes ressources dévoilées ou celle sur le dessus de la pioche qui est inconnue, mais si on décide de prendre celle-là, on est obligé de la prendre. Ou simplement de prendre une des 3 cartes qui sont des cartes dorées. Donc, soit je prends une des 2 qui sont dévoilées, encore une fois, ou je prends celle qui est cachée. Et puis, je ne peux pas décider, oh non, finalement, je veux l'autre parce que j'aime pas ce qu'il y a dessous. Vous êtes obligé de la prendre. Bien sûr, si on enlève une des cartes, donc dans les ceux qui sont dévoilés, on va compléter pour que le prochain joueur ait aussi les mêmes choix. Donc, on prend une carte en main, on la place, on fait les points qui sont écrits dessus s'il y en a, et ensuite, on complète notre main, on complète la pioche et c'est au prochain joueur. Donc on va continuer comme ça, chacun son tour, jusqu'à ce qu'une des 2 conditions suivantes déclenche la fin de partie. Donc soit parce qu'on n'a plus de cartes parmi lesquelles on peut choisir, ce qui est assez rare, mais donc ça c'est une des conditions de fin de partie. Ou si un des joueurs arrive sur la case 20 sur la piste de pointage, si une de ces 2 conditions-là arrive, ça déclenche la fin de partie. Donc on va finir le tour en cours, donc dépendamment de qui était le premier joueur au début de la partie, et on va jouer un autre tour complet, et une fois que ça c'est fait, on regarde qui a le plus de points, et celui qui en a le plus est le gagnant.
Donc ça, c'est pour le déroulement du jeu. Maintenant, regardons comment on peut placer les cartes dans notre aire de jeu. Donc pour pouvoir placer une carte dans notre aire de jeu, il faut absolument pouvoir respecter le fait qu'on doit recouvrir une zone avec une petite bordure en or comme celle-ci et une zone à l'intérieur. Donc par exemple, ça, je pourrais placer cette carte ici, je pourrais la placer ici, ici, n'importe où. Par contre, si vous voyez, exemple, si je mets la carte ici, ben à partir de maintenant, je n'ai plus de ressources rouges. À partir de maintenant, j'ai 2 ressources bleues, une verte et une violet. Ce qui est important de noter, c'est que maintenant, je n'ai plus accès à ce coin ici, donc je ne pourrais pas venir mettre une carte ici parce que je n'ai pas la petite zone comme ici. Même si, exemple, je voudrais venir placer une carte qui a cette zone-là, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas un coin ici qui me permet de poser une carte. Donc c'est très important, je vais le répéter parce que c'est probablement ce qui est plus compliqué avec ce jeu-là, c'est qu'on a le droit de placer une carte donc avec un coin comme celle-ci qui n'a pas de zone pour les prochaines cartes. On peut la placer sur une qui a une zone. Par contre, on ne peut pas faire le contraire et puis venir mettre une zone sur un coin qui n'en a pas. Vous aurez remarqué que certaines cartes ont un petit point ici en haut. Des fois, ça va être 1, 2, 3 points. Ça veut dire qu'aussitôt que vous placez cette carte-là, vous prenez le point immédiatement. Donc, les cartes, les points qui sont sur les cartes, on les prend immédiatement. C'est pas comme les objectifs qui vont être pointés à la fin de la partie. Notez qu'il est toujours possible de jouer le recto, donc le verso, pardon, d'une carte si vous le désirez. Moi, si je décide de mettre cette carte-là ici, toutes les cartes ont le même verso, c'est-à-dire qu'ils ont toujours 4 coins qui sont à découvert, donc ça vous permet de peut-être élargir votre espace de jeu. Et il y aura toujours une ressource au milieu, donc la ressource qui est de la couleur de la carte. En général, c'est une meilleure idée de mettre la carte de ce côté-ci, donc du côté recto, parce qu'il y aura plus de symboles ou peut-être plus de points justement. Mais sachez que c'est toujours possible si vous êtes mal pris de jouer une carte, donc le verso d'une carte. Donc la différence entre les cartes dorées et puis les cartes ressources, c'est que des fois les cartes, les cartes dorées, ils vont souvent valoir plus de points et des fois ils auront des contraintes. Donc par exemple, celle-ci me donnerait 3 points si je réussis à la placer dans mon aire de jeu. Par contre, pour pouvoir la poser, je dois avoir absolument au moins 3 symboles de forêt avant de pouvoir la poser. Dans ce cas-ci, j'en ai qu'une, donc je ne pourrais pas venir faire comme ceci. Par contre, si mon jeu ressemblait à ceci, donc j'ai 1 vert, 2 verts, 3 verts, je pourrais venir poser cette carte-ci et bénéficier des 3 points. Donc remarquez que j'ai le droit de faire ça même si je recouvre un des symboles qui m'a permis de prendre cette carte-là. Donc c'est vraiment au moment de la poser, est-ce que j'ai ces symboles-ci? Oui, j'ai les 3, donc je peux la poser. À partir de maintenant, je serais retombé à 2 symboles verts, ce qui n'est pas grave, j'aurais déjà fait mes 3 points pour avoir posé cette carte-là. Vous remarquez qu'il y a aussi des symboles dorés, il y en a 3, donc il y a la plume, le parchemin et il y a un petit bocal aussi. C'est parce que des fois, vous avez des cartes comme celle-ci, justement, qui vont vous donner 1 point pour chaque plume que vous avez dans votre aire de jeu. Donc, si moi, je décide de poser cette carte ici, par exemple, ou même ici, tiens. Donc, moi, je vais poser ça ici. Ça va me donner 1 point par plume. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai 1, 2. Donc, je ferai 2 points immédiatement. Encore une fois, on ne va pas scorer ces points-là à la fin. C'est au moment de déposer. Il y a aussi des cartes comme celle-ci qui va vous donner 2 points par coin que vous arrivez à recouvrir. Donc, par exemple, si moi je venais mettre cette carte-là ici, donc ici j'aurais recouvert 2 coins, donc ça veut dire que je ferais 4 points pour avoir posé celle-ci ici. Attention, je vous remontre encore une fois, ce placement-ci ne serait pas accepté parce que ici, je n'ai pas accès à pouvoir mettre une carte sur ce coin-là. Mais oui, aussi, je viens de remarquer, mais je ne pourrais pas placer cette carte-là parce que comme vous voyez, je n'ai pas 3 symboles bleus et 1 violet dans mon habitat, donc de toute façon, j'aurais pas eu le droit, mais c'était juste pour vous montrer comment on fait les points avec ces cartes-là. Donc ça, c'est tout pour les placements. Maintenant, on va regarder les objectifs puis comment on fait des points avec les objectifs. Donc, il y a 3 types de cartes objectifs. Certaines, comme celle-ci, vont concerner les symboles dorés. Donc, par exemple, celle-ci, vous feriez 3 points à la fin de la partie pour chaque ensemble des 3 symboles qu'on a. Celle-ci, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que vous feriez 2 points pour chaque lot de 3 symboles rouges. Et le dernier est un peu plus complexe. Donc, vous feriez 3 points pour chaque emplacement qui correspond au dessin qui est ici.
Je vous montre un exemple. Donc vous voyez que ici, dans cet exemple-ci, si à la fin de la partie j'avais cette forme-là, je ferais 3 points parce que j'ai un rouge suivi de 2 bleus comme ça dans cette forme-ci. Donc pour chaque fois que je réussis de faire cette forme, je ferais 3 points. Attention de ne pas faire l'erreur de combiner des formes, c'est-à-dire, vous voyez ici, j'ai ma première forme qui me fait 3 points, donc rouge, bleu, bleu. Je pourrais pas dire, ben ici j'ai aussi rouge, bleu, bleu, parce que ça veut dire que cette carte-ci servirait 2 fois. Donc ça, bien sûr, on n'a pas le droit. Par contre, si j'arrive à faire une forme comme ceci, ben là, ça marcherait, ça me ferait 6 points parce que j'ai rouge, bleu, bleu et rouge, bleu, bleu. Ils sont indépendants. Je pense que c'est un bon moment aussi pour vous mentionner qu'on doit placer les cartes donc face visible vers vous. Donc, on ne pourrait pas la tourner parce que ça vous arrange plus de la mettre comme ceci. Ça, on n'a pas le droit. Donc, il faut vraiment respecter l'orientation des cartes. À la fin de la partie, vous regardez celui qui a le plus de points. C'est le gagnant de Codex Naturalis. En cas d'égalité, vous regarderez qui a fait le plus de points avec les objectifs. Et s'il y a encore une égalité, ben vous êtes chanceux parce que les deux vous partagez la victoire. Maintenant, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu à ça Codex Naturalis? Je voulais commencer par dire que le graphisme et les cartes dans ce jeu sont impeccables. La présentation de ce jeu est vraiment réussie. Pour un si petit jeu, on a quand même du matériel de qualité, puis on voit que tout a été bien réfléchi. Le seul problème que j'ai rencontré avec ce jeu-là visuellement, c'est au niveau des couleurs. Justement, hier, j'ai fait une partie à 3 joueurs avec un de mes amis qui est daltonien. Donc, en général, comme vous pouvez voir, les différentes couleurs ont aussi un symbole qui est propre à eux, donc même pour les daltoniens, ça va. Par contre, pour certains des objectifs, c'est pas aussi clair. Par exemple, si vous regardez cette carte, ben mon ami est daltonien justement avec les couleurs bleu et violet. Donc pour lui, c'était vraiment compliqué de savoir c'est quoi l'ordre qu'il faut les placer et puis c'est quoi les couleurs représentées ici. Après, comme lui me disait, la majorité des jeux, il y a toujours des problèmes avec les couleurs, mais ça c'est quelque chose que je me suis dit, ça on aurait peut-être pu mettre un logo, quelque chose dessus, ça aurait pris 2 secondes. Et puis c'est quand même quelque chose d'assez important, les objectifs dans le jeu. Donc, première chose à prendre en compte, si vous êtes daltonien, c'est peut-être pas l'idéal. Maintenant, pour ce qui est du jeu en tant que tel, donc la mécanique de pose de cartes, c'est quelque chose de très intéressant et puis je trouve que c'est pas quelque chose que j'avais vu dans d'autres jeux. C'est vrai que le jeu va prendre 2-3 parties de prise en main avant de vraiment pouvoir être à l'aise avec le placement des cartes. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, dans les règles, c'est pas toujours évident lesquelles on a le droit de placer ou lesquelles on n'a pas le droit de placer. J'ai joué hier avec 2 personnes qui ont joué pour la première fois et puis j'ai dû rappeler à 2-3 moments, non ça, cette carte-là, tu n'as pas le droit de la mettre là parce qu'on n'a pas la petite zone qui recevrait la carte. Mais une fois que ça c'est compris, c'est très satisfaisant en fait de construire notre petit tableau de cartes. Une fois qu'on a fini le jeu, on a un bel espace, un beau petit tableau qui est unique à nous. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très chouette, surtout au niveau du visuel, comme je vous ai dit avant, c'est un jeu qui est très axé sur le visuel. Stratégiquement parlant, il va vraiment falloir trouver un équilibre entre tout miser sur les objectifs et puis aussi miser sur les points sur les cartes. Moi, j'ai fait souvent l'erreur de trop regarder les objectifs pour au final faire 5-6 points avec ça, alors que j'aurais pu prendre 2-3 cartes qui m'auraient donné ces points-là. Ça aurait été peut-être plus vite et puis plus astucieux. Tout ça va dépendre de la pioche et puis des cartes qu'on a. Si les objectifs, c'est exemple de placer 3 cartes vertes en ligne, mais qu'il n'y a jamais de cartes vertes qui sortent, ben vous êtes mieux d'oublier cet objectif-là. Au niveau de l'interaction entre les joueurs, il y en a presque pas, donc c'est quasi inexistant. La seule petite interaction qu'on pourrait avoir, ce serait d'empêcher un de nos adversaires à prendre certaines cartes. Si moi je sais que lui veut celle-ci, ben peut-être que moi je vais la prendre. Par contre, il y a quand même l'élément de se dire il faut quand même que j'aie besoin de cette carte-là, sinon ça va me faire une carte inutile sur 3. Parce que, bien sûr, on a une limite de cartes en main de 3. Donc j'avoue que dans toutes les parties que j'ai faites, j'ai jamais vraiment regardé ce que les autres faisaient. C'était surtout pour ce que moi j'avais besoin, c'était surtout axé là-dessus. Donc si vous aimez vraiment des jeux avec beaucoup d'interactions entre les joueurs et puis des confrontations, je pense pas que Codex Naturalis ça va être pour vous. Parce que c'est vraiment, on se concentre sur ce que nous on fait et puis oui, on va tout aller piocher dans les mêmes cartes, la même réserve. Mais je vous avoue que même moi qui aime beaucoup d'interactions, ça m'a pas dérangé dans ce jeu-là parce que je trouve qu'il y a un côté très calme, très zen à ce jeu. On dirait presque qu'on pourrait mettre de la petite musique de yoga derrière et puis ça passerait facile. Je pense que le jeu aurait souffert d'être plus interactif, plus confrontationnel entre les joueurs parce qu'on se serait un peu dégagé de ce thème de pureté et de zénitude, comme je viens de dire. Un autre gros point positif pour le jeu, c'est la taille de la boîte. Clairement, ça c'est un jeu que je vais vraiment réfléchir à prendre avec moi la prochaine fois que je vais aller en vacances. D'ailleurs, si je devais refaire ma liste top 5 des petits jeux à prendre en vacances, je pense clairement que j'aurais mis Codex Naturalis et puis j'aurais sûrement sorti Le Roi des Nains, que j'ai d'ailleurs jamais rejoué depuis. Donc si vous cherchez un petit jeu à prendre avec vous en vacances cet été qui est très original puis qui risque d'attirer les joueurs autour de vous, je vous conseille fortement Codex Naturalis. Est-ce qu'il sera toujours dans ma ludothèque dans 2 ans? Reste à voir, c'est souvent le problème avec ces petits jeux-là, c'est qu'on les oublie, mais pour le moment, je suis très content de l'avoir dans ma ludothèque.
C'est tout pour moi cette semaine. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelles sont vos impressions sur Codex Naturalis. Est-ce que vous connaissez d'autres jeux dans ce genre où on va placer des cartes comme ça? Ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore cette mécanique-là. Donc dites-moi dans les commentaires, et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue dessus?